Bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier rendez-vous avant l'été. Alors ce soir nous accueillons Pauline Seillet qui est maître de conférence sociologie à l'université de Caen. Elle a mené une enquête au chantier naval de Saint-Nazaire de 2006 à 2011, donc elle va nous en rendre compte. Et puis on va parler d'une aristocratie ouvrière. Donc moi j'ai découvert des choses, donc j'espère que ça vous a interpellé puisque vous êtes là. Donc on part pour à peu près 3/4 d'heure d'intervention. Et puis comme d'habitude, on vous laisse libre après de poser vos questions et d'échanger avec elle. Bonne conférence. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je propose ce soir de vous parler d'une enquête sociologique que j'ai menée à Saint-Nazaire de 2006 à 2011. Donc, le propos, je l'ai intitulé ce soir « Le travail ouvrier dans la construction navale à Saint-Nazaire, sociologie d'une aristocratie ouvrière ». Donc, peut-être avant de me lancer dans le cœur de la présentation, il me paraît essentiel de vous présenter quelques caractéristiques des chantiers navals à Saint-Nazaire, et puis les questions aussi que je me posais en allant enquêter sur ce site industriel, puisque c'est une partie de ces questions et de ces résultats que je vais vous présenter ici. C'est un site industriel qui, à certains égards, peut fonctionner comme une sorte de laboratoire social des mutations plus générales de l'industrie, et surtout des transformations en termes d'emploi. En d'autres termes, on y retrouve des transformations bien connues du travail et de l'emploi qu'on trouve dans tout un tas d'entreprises aujourd'hui. Parmi ces transformations, d'abord un recours massif à la sous-traitance, une externalisation de la production qui est très importante, puisque pour un navire construit au chantier de Saint-Nazaire, 70 à 80% de la production est externalisée. Donc ce qui est vraiment une politique de l'entreprise et un recours très très important à la sous-traitance. Dans ce cadre-là, bien sûr, un recours bien connu, qui va souvent avec la question de la sous-traitance, à l'intérim, donc une flexibilisation accrue des salariés, des travailleurs qui exercent au chantier naval. Dans ce même cadre aussi de sous-traitance, un recours massif à la main-d'œuvre étrangère, donc dans des proportions autour de, on va dire, 20 à 30% d'ouvriers étrangers qui travaillent sur un navire. Et puis, je vous parlais d'un laboratoire social des mutations bien connues du travail et de l'emploi. Parmi ces mutations, il y a une transformation des méthodes de travail, pas une transformation radicale, mais une transformation qui est à court depuis les années 80, puis 90, une autonomisation des salariés, un changement du management, etc. etc. On pourra y revenir tout à l'heure. Donc, pour toutes ces raisons-là, il me semblait intéressant de prendre pour terrain ces chantiers navals de Saint-Nazaire, d'aller réfléchir à ce qui se joue pour les ouvriers là-bas. Et puis, je ne vais pas vous mentir, c'était aussi facilité par mon ancrage local, étant moi-même nazérienne, et ayant, comme beaucoup de nazériens, bon nombre de membres de ma famille travaillant au chantier naval de Saint-Nazaire. Autre remarque avant de commencer vraiment la présentation sur donc, cette sociologie d'une aristocratie ouvrière, j'ai fait le choix, et ça commence déjà à poser des questions par rapport à ce que je vais vous présenter, j'ai fait le choix de ne pas regarder du côté des précaires, ou pas seulement en tout cas, de ne pas regarder du côté des intérimaires, de ne pas regarder du côté des sous-traitants, d'y regarder bien sûr, puisqu'en fait si on travaille sur une frange d'entre eux, on est évidemment obligé de regarder tous les ouvriers, mais j'ai préféré aller voir ce qui se passait pour les stables, pour les relativement protégés. Je dis bien relativement, et ça peut être l'occasion d'une discussion pour des ouvriers du haut, entre guillemets, pour ces aristocraties ouvrières. En effet, dans la littérature sociologique, tout ce que je lisais jusqu'ici sur le monde ouvrier, c'était une description du monde ouvrier comme un monde éclaté, désuni, fragmenté, on pourrait les lister comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous parle rarement de la classe ouvrière comme une classe unie, non fragmentée, etc. Et surtout, on constate plutôt l'idée d'une déstructuration totale du groupe ouvrier. Et donc, j'avais envie d'aller regarder cet affaiblissement du groupe ouvrier, pas seulement du côté des précaires, qui sont souvent étudiés en sociologie en tout cas, et puis ni sur les figures peu qualifiées et puis très fortement déqualifiées en tout cas, bien connues aussi de la sociologie du travail, par exemple des ouvriers de l'automobile. Voilà. Je ne voulais pas aller sur ce type de grande industrie non plus. Donc je voulais voir ce qu'il en était des ouvriers qui, même s'ils font face aux mutations
dont je viens de parler, des mutations qui sont importantes, ils incarnent encore une strate ouvrière stable et qualifiée, et ça c'était important. Donc je voulais savoir ce qu'il en était de ceux dont la position apparaît encore favorable, peu soumise à la précarité. Là aussi, on pourra en discuter, bien sûr, puisque c'est plus compliqué que ça. Dans quelle mesure ils sont aussi affectés par des processus de précarisation en étant plutôt stables? Et justement, est-ce qu'on pouvait parler d'une expression qu'on entendait beaucoup en sociologie, qui a été lancée à la base par Margaret Maruani et Daniel Linhart, de déstabilisation des stables, justement. Et donc, la question, c'était vraiment celle-ci. Donc, c'était les questions que je me posais à propos des ouvriers chantiers. Alors, quand je parlerai des ouvriers chantiers, je parlerai des ouvriers du cœur, donc pas sous-traitants, pas intérimaires, mais des ouvriers recrutés par l'entreprise donneuse d'ordre, donc par l'entreprise mère, si on veut, en CDI, donc qui ont ces attributs, on va en discuter, mais plutôt de stabilité par rapport aux autres ouvriers qu'ils côtoient. Donc, voilà les questions que je me posais à propos des ouvriers chantiers. Et pour essayer d'y répondre avec vous et de continuer à enrichir cette réflexion, puisque c'est un travail que j'aurai plaisir à enrichir de vos remarques, je vous propose une présentation en 2 temps. Donc d'abord ce qu'est le travail ouvrier dans la construction navale et ce qui fait que les ouvriers sont, ces ouvriers chantiers, donc du cœur, sont une sorte d'aristocratie ouvrière. Et puis, dans un second temps, comment cette aristocratie ouvrière, elle est recomposée, déstabilisée, disqualifiée, précarisée. On pourra aussi discuter de quel est le bon terme pour étudier ces mutations du travail et de l'emploi qui viennent traverser cette aristocratie ouvrière. Alors, très rapidement, avant d'exposer ces deux éléments de réponse, ces 2 points, je voulais juste vous parler de l'enquête que j'ai menée, d'où viennent ces résultats. Donc j'ai enquêté au chantier naval de Saint-Nazaire de 2006 à 2011, dans le cadre d'une thèse que j'ai soutenue en 2012. J'ai utilisé des techniques assez classiques de la sociologie. J'ai fait des entretiens approfondis avec des ouvriers. Donc une trentaine d'entretiens avec des ouvriers chantiers. Parfois, enfin j'ai pas fait une trentaine d'entretiens, mais j'ai rencontré une trentaine d'ouvriers, puisque parfois c'était des entretiens répétés. Une quinzaine d'entretiens avec des ouvriers sous-traitants nationaux, entre guillemets, ou étrangers. À côté de ça, j'ai réalisé des observations, un peu dans l'entreprise, mais de manière très épisodique, mais surtout dans la ville de Saint-Nazaire, hein, qui là aussi est parlante de ce qu'on observe comme mutation de l'emploi. On en discutait en deux mots tout à l'heure avant de commencer, mais rien que passer devant une boîte d'intérim et regarder les annonces qui ont cours, hein, ça dit des choses sur ce qui se passe dans une ville en termes d'emploi et de travail. Pour ça, j'ai aussi, pour mener mon enquête, j'ai aussi réalisé des analyses documentaires, donc étudier les bilans sociaux des entreprises, la communication interne, les tracts syndicaux, etc., etc. Voilà pour les matériaux utilisés pour répondre à ces questions. Et j'en arrive donc au premier point que je voulais vous présenter ici, premier élément de réponse par rapport aux questions que je soulevais, qui est donc montrer en quoi les ouvriers chantiers ont les attributs d'une aristocratie ouvrière, même si donc on en discutera, et c'est vraiment aussi le propos ici, cette position peut être remise en cause. Alors, pour ce faire, il y a 2 éléments qui me semblent essentiels. C'est la question de leurs conditions d'emploi et la question de leur rapport au travail. J'aurai probablement pas le temps d'en parler ici, mais je le souligne tout de suite. Gardez en tête, là je vous parle des ouvriers chantiers comme d'une entité très homogène, ce n'est pas le cas du tout. Ça va être le cas en termes de rapport à l'emploi et de rapport au travail, ce que je vais vous décrire ici. Mais c'est un groupe qui, comme tous les groupes de travail, est traversé de segmentation. Il y a des clivages. C'est pas un groupe qu'on peut appréhender comme ça, comme une entité unique. Parmi ces clivages, on pourra aussi en rediscuter. Mais il y a un clivage très clair qui est celui de la génération. C'est pas du tout le même rapport d'être un jeune ouvrier recruté au chantier naval ou d'être un ancien. Il y a aussi un clivage marqué et dont on pourra aussi rediscuter, qui est celui du sexe, puisqu'il y a eu un recrutement assez important d'ouvrières, de soudeuses dans cette industrie au début des années 2000. Et ce n'est pas sans effet sur les rapports au travail et sur le groupe ouvrier tel que je l'ai rencontré. Donc, d'abord, la question de l'emploi.
une des remarques essentielles pour comprendre en quoi ils forment encore une aristocratie ouvrière, c'est qu'ils sont tous et toutes, elles sont toutes, recrutés en CDI. Je parle bien toujours de ces ouvriers de l'entreprise mère, hein, recrutés par l'entreprise donneuse d'ordre. Tous recrutés en CDI et ils tirent et elles tirent des avantages de l'appartenance à ce qu'on appellerait une bonne boîte, une grosse boîte. Donc, contrairement à la majorité des sous-traitants qui, eux, sont en PME, hein, essentiellement. Il y a bien sûr des sous-traitants qui sont dans de grands groupes, mais dans l'ensemble, ce sont plutôt des PME. Et donc, ils sont comparés sur le site industriel, dans la ville de Saint-Nazaire, mais ils se comparent aussi eux-mêmes à des fonctionnaires. Et ils le disent très franchement en ces termes. Je vous lis, j'essaierai d'agrémenter d'extraits d'entretien hein, que j'ai eu avec les ouvriers. Donc, par exemple, David, un ouvrier de 40 ans, je lui demande comment il est arrivé au chantier. Et il me dit « Ah, je suis allé au chantier parce que je voulais y rentrer, tout simplement pour avoir la sécurité de l'emploi, comme les fonctionnaires. » Donc, c'est très clair qu'eux-mêmes se comparent aux fonctionnaires. Alors, ce qui est quand même pas anodin du tout dans le secteur industriel privé, où on sait que la probabilité de perdre son emploi ne fait qu'augmenter. Donc pour une partie d'entre eux, une bonne partie d'entre eux sont aussi fils et petits-fils d'ouvriers des chantiers, hein. C'est ce qui joue aussi dans un certain rapport à l'emploi positif. Donc pour une partie d'entre eux, entrer au chantier, c'est accéder à une certaine sécurité, très clairement, et à des avantages non négligeables. Autre extrait d'entretien avec deux ouvriers chantiers élus CGT. Je leur demande, et ça vous faisait rêver de rentrer au chantier, d'avoir vu vos pères, puisqu'ils venaient de me dire que donc leurs parents, enfin leur père, travaillait dans cette entreprise. Et donc le premier me répond, c'était pas forcément le rêve, mais niveau social et salaire, c'était l'entreprise qui avait le plus d'avenir. Et le second ajouté avec Airbus, puisque Saint-Nazaire, les deux grosses industries lourdes, ce sont donc la construction navale et l'industrie aéronautique. Alors, il parle ici, vous le voyez, du niveau social et des salaires. Et effectivement, toujours dans l'idée de vous montrer un certain rapport à l'emploi de ces ouvriers chantiers, leurs salaires, ils sont un petit peu au-dessus de la moyenne des salaires ouvriers en France, quand on regarde les chiffres. Donc, ils sont, après étude des bilans sociaux, compris entre 1 500 et 2 500 euros bruts, les salaires ouvriers. Le salaire moyen atteignant presque 2 000 euros en incluant le 13e mois, puisqu'ils ont un 13e mois de salaire, et en excluant les primes, puisqu'on peut pas j'en tiens pas compte pour parler des salaires. Donc on est sur un segment de travailleurs qui sont certes subalternes dans la hiérarchie des métiers, enfin dans la hiérarchie de l'entreprise, pardon, mais qui ne sont pas tout à fait démunis en termes de conditions salariales. Et c'est, il me semble déjà, ça plus le CDI, hein, l'emploi stable, il me semble que c'est déjà un des indices qui montre que les ouvriers chantiers forment un segment plutôt bien loti, plutôt avec une position plutôt favorable au sein du monde des salariés d'exécution dans l'industrie. Le propos, c'est pas de les isoler et de dire leur position est idéale. Leur position, elle est favorable par rapport à d'autres, bien sûr. Alors ces salaires, ça s'explique aussi par le fait que les ouvriers des chantiers sont tous et toutes, ou quasiment toutes et tous, des ouvriers qualifiés, hein, titulaires de CAP et BEP dans la métallurgie, de bac pro, de plus en plus, hein, de titulaires de bac pro, voire même des ouvriers qui sont passés par la voie des études supérieures. On retrouve, alors ça c'est lié à l'inflation des diplômes qu'on observe un peu partout, mais on retrouve des titulaires de BTS ou parfois de licences ouvriers qualifiés au chantier, qui se sont reformés par la suite pour devenir ouvriers. Donc c'est une entreprise qui permet une insertion dans l'emploi stable pour les jeunes de la région. Entrer au chantier, c'est accéder à un CDI, c'est accéder à un CDI avec certaines conditions d'emploi plutôt, des conditions salariales, on va dire, plutôt correctes. Et ça fonctionne déjà comme une sorte de ressource hein, pour les travailleurs. C'est pas rien dans le monde industriel privé aujourd'hui d'être recruté en CDI avec un salaire correct, on va dire. Voilà. Autre élément qui explique qu'ils ont des conditions d'emploi plutôt favorables, c'est cette idée d'être recruté dans une bonne boîte, dans une grosse boîte. C'est avoir certaines garanties d'emploi. Ça fonctionne comme un bastion industriel. On a un CE avantageux, on a un 13e mois de salaire, je le disais tout à l'heure. On a toute une gamme d'avantages maison, des primes, etc.,
qu'on retrouve essentiellement dans les grosses boîtes, hein, qui sont beaucoup plus rares dans les PME de la sous-traitance. Alors, bien sûr, il faut avoir en tête que la construction navale, c'est une industrie qui est spécifique, vous le savez sûrement mieux que moi ici, une industrie qui est spécifique puisque c'est une industrie qui est toujours, ou en tout cas souvent, en crise. En tout cas qui est très cyclique. Hein. Et là, les chantiers navals de Saint-Nazaire, vous avez dû l'entendre dans la presse, viennent de reprendre du travail plutôt pour une dizaine d'années, donc sont dans une période plutôt favorable. Mais c'est une industrie qui est plutôt incertaine quand même dans l'ensemble. Et d'ailleurs, on peut s'étonner que les ouvriers que j'ai rencontrés, une large frange d'entre eux, aient un rapport à l'avenir qui est plutôt positif. C'est-à-dire, finalement, une partie d'entre eux est évidemment inquiète de ce qui peut arriver à leur entreprise. Mais dans le même temps, dans tous les entretiens, j'entends « Oh, ça fait 70 ans que ça doit fermer et les chantiers sont toujours là ». Et donc, il y a une sorte d'inquiétude par rapport à ce qu'on sait du monde de l'emploi aujourd'hui. Et dans le même temps, d'assurance de se dire que soit l'État rachètera toujours, ça c'est des choses que j'ai souvent entendues, soit... Il va y avoir un paquebot, il va se passer quelque chose, mais un rapport à l'avenir qui finalement, pour ce type d'industrie, est plutôt étonnant, enfin, qui montre une certaine ambivalence. Donc, pour résumer, là, par rapport à ce que je disais sur l'emploi, parce qu'il s'agit d'une grande entreprise de la métallurgie, parce qu'elle bénéficie d'un certain prestige, on pourra en rediscuter aussi par la suite, parce qu'elle offre ces conditions d'emploi favorables, eh bien les chantiers permettent aux ouvriers chantiers, aux ouvriers maison, d'avoir certaines gratifications symboliques et matérielles, hein, quand je parlais des primes ou des primes ou du CE ou des choses voilà, plus concrètes. Alors, c'est ce qui explique que malgré les crises auxquelles cette industrie est soumise, la construction navale à Saint-Nazaire, cette entreprise-là spécifique, permet une intégration professionnelle plutôt favorable pour ces ouvriers. Alors, c'est ce que je vous suggérais tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est vraiment important. Bien sûr, cette position, elle est relative. En aucun cas, il ne faut pas les isoler du reste du monde ouvrier. Et s'ils apparaissent parfois comme des privilégiés hein, sur ce site industriel, c'est parce que d'autres ont des positions beaucoup moins favorables. C'est parce que c'est un site où l'intérim est monnaie courante, un site où les ouvriers étrangers ont parfois des conditions de travail très difficiles. Donc, ils n'apparaissent comme des privilégiés que parce que d'autres ont des positions bien moins avantageuses. Par exemple, une ouvrière sous-traitante que j'ai rencontrée à bord, première chose qu'elle me dit quand je lui dis sur ce qui m'intéresse, sur quoi je travaille, elle me dit « Ah, les gars chantiers, ce sont des privilégiés. » Voilà. Donc, les choses sont dites parce qu'elle est sous-traitante. Un ouvrier aussi responsable CFDT me dit « On avait aussi des différences comme ça avant. On a quand même toujours été un peu considérés comme nantis au chantier. Encore un peu plus maintenant. » Alors, ce qu'il veut dire dans le « encore un peu plus maintenant », c'est que c'est lié à l'essor de la sous-traitance. Hein. Il y a toujours eu de la sous-traitance dans la navale. Ils n'ont pas tous les corps de métier au sein de l'entreprise, bien sûr. Mais elle a pris des proportions beaucoup plus importantes depuis la fin des années 90. Donc, il nous rappelle ça ici, hein, effectivement, qu'il y a toujours eu ces différences de statut, puisque c'est un site où il y a toujours eu des ouvriers du cœur et des ouvriers de la sous-traitance, mais que, étant donné qu'il y a de plus en plus de sous-traitance et de plus en plus de flexibilité, de précarité, eh bien, leur position apparaît d'autant plus favorable, d'autant plus privilégiée. C'est des choses qui sont bien connues, donc peut-être sur lesquelles je ne m'arrête pas, on pourra en rediscuter après, mais en tout cas bien connues en sociaux, c'est que les unités plus petites, hein, dans les PME, il n'y a pas d'implantation syndicale, ou très rarement, il n'y a pas de 13e mois, il n'y a pas les mêmes conditions salariales. Donc de ce point de vue-là, très clairement, la position des ouvriers chantiers, elle est plus avantageuse que celle des ouvriers de la sous-traitance. Et parmi les ouvriers de la sous-traitance, attention, c'est un monde là aussi très hétérogène. Et au sein des ouvriers de la sous-traitance, il y a des ouvriers qui bénéficient de conditions d'emploi tout à fait favorables, tout à fait intéressantes, qui tirent du plaisir au travail, etc. Mais il y a aussi les ouvriers recrutés qui cumulent les contrats courts, hein, qui cumulent l'intérim, les ouvriers étrangers qui ont du mal à avoir leur contrat renouvelé, etc., etc. Donc de ce point de vue-là,
Là aussi, garder en tête, je dis garder en tête, je me le dis à moi en fait, toujours penser que les mondes sont hétérogènes, que c'est plus compliqué quand on gratte un petit peu, et que dire il y a les sous-traitants et les intégrer, ça marche pas. Dans les sous-traitants, il y a aussi des ouvriers qui sont tout à fait stables hein, et tout à fait bien dotés. Donc, j'en arrive, excusez-moi, au deuxième point qui me laisse entendre qu'on peut parler d'une aristocratie ouvrière. Donc vous l'avez compris, le premier, c'est cette idée d'un rapport à l'emploi positif, enfin favorable. Autre élément, c'est la question du travail et des métiers ouvriers. Et effectivement, les ouvriers chantiers, ils exercent des métiers valorisés de la construction navale. Ils exercent des métiers de métallo, hein, ils sont vraiment purement dans le monde de la métallurgie, puisqu'en gros, il y a quelques autres corps de métier, mais en gros, ce sont des soudeurs, des charpentiers fer et des traceurs, des ajusteurs-traceurs. Donc, qui sont trois grandes corporations de la construction navale. Alors, je crois qu'on a des spécialistes ici, donc on pourra en discuter aussi tout à l'heure. Donc, ils sont vraiment dans ce monde-là, ces trois corporations-là, alors que, là encore, les sous-traitants sont plutôt du côté des métiers de l'aménagement des navires. Donc, je ne sais pas, coller le bois, enfin, c'est pas du bois, mais coller les matériaux, faire de la décoration intérieure, etc. Ou alors du côté des métiers très pénibles physiquement, très dévalorisés, par exemple la peinture de la coque métallique, qui sont des métiers très éprouvants physiquement. Donc, du côté des sous-traitants, on voit bien un monde là aussi très hétérogène en termes de métiers, alors que les ouvriers chantiers, eux, ils sont concentrés sur un cœur de métier, sur ce monde de la métallurgie spécifique à la navale. Alors vous me direz, il y a de la soudure dans d'autres secteurs, mais de la soudure avec les charpentiers fer, hein, dans le travail en atelier. Et donc de ce point de vue-là, ils ont une identité de métier très forte et ils valorisent très clairement les métiers qui sont exercés. Là encore, il faut gratter un petit peu, il y a une hiérarchie de métiers entre ces trois corporations. En bas de la hiérarchie, plutôt les soudeurs qui sont généralement dévalorisés. Alors j'ai des extraits d'entretien. Une soudeuse qui me dit, à un moment donné, il y avait non pas un slogan, mais une petite blague qui disait qu'au chantier, si tu ne peux pas être tôlier, ce sont les charpentiers fer, tu seras soudeur. Si tu ne travailles pas à l'école, tu seras soudeur parce que c'est moins valorisant. Et puis, autre soudeur qui me dit, c'est un peu caricatural, mais un soudeur, c'est pas très intelligent, quoi. On m'a encore fait la réflexion ce matin, un soudeur avec des lunettes, ça le rend un peu plus intelligent. Donc, vous voyez un peu il veut dire le niveau. Hein. Et ça, c'est un ingénieur qui me l'a dit. Ça remet un peu en place. Enfin, en place. Quand on n'a pas de répondant, c'est vrai que ça peut vexer. Mais bon, on caricature le soudeur. Bah voilà, quoi. Il est avec sa cagoule, il est dans son coin et puis il soude. C'est facile de mettre un petit cordon de métal dans l'angle d'une ferraille pour dire, bah, faut coller les deux morceaux. Donc, des soudeurs plutôt en bas de cette hiérarchie ouvrière au sein des métiers de la métallurgie. Qu'est-ce qui justifie qu'en bas, il y ait les soudeurs, ensuite, il y aurait plutôt les charpentiers fer, et puis ensuite, tout en haut, petit prince de l'industrie de la navale, les traceurs. Ça s'explique d'abord par la question des conduites de dépenses, du fait de valoriser la dimension physique. Donc, les charpentiers fer, c'est un travail qui est très physique, hein, c'est taper sur la tôle à la masse. Et donc, de ce point de vue-là, c'est valorisé dans les identités de métier des ouvriers. C'est quelque chose qui est valorisant puisqu'on se dépense au travail. Et le soupçon de fainéantise est très, très fort et très violent dans le monde ouvrier. Et donc, il n'est pas question d'être taxé de fainéantise. Donc, engager son corps dans le travail, c'est quelque chose qui valorise le métier. Et puis, les traceurs, je vous disais, qui sont donc là les petits princes de l'industrie navale, ça se voit au chantier de Saint-Nazaire. Il y a eu une thèse aussi sur les chantiers de Normandie où elle constatait exactement la même chose. Ça s'explique aussi parce que c'est un métier qui a une position un peu d'entre-deux. Il y a une partie de travail dans les bureaux. Hein, maintenant, ils utilisent beaucoup Excel pour travailler, etc. Donc, c'est un métier qui apparaît comme une sorte de promotion ouvrière, hein, qui permet presque une porte de sortie du monde ouvrier, qui est à la jointure du monde, on va dire, des techniciens de bureau et du monde ouvrier plus traditionnel. Autre distinction qui vient s'ajouter, vous allez dire que je passe mon temps à segmenter les groupes, cela dit c'est vraiment la réalité de ce que j'ai observé. Autre distinction importante quand on regarde les ouvriers, c'est la question d'être en atelier ou d'être à bord. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même identité au travail. Et il faut avoir en tête que l'univers de bord, c'est vraiment un univers spécifique à la construction navale et c'est un univers qui implique des relations de travail particulières.
Travailler en atelier, c'est quasiment ne travailler qu'avec des collègues ouvriers chantiers, justement. Ce sont que les ouvriers de l'entreprise mère qui travaillent en atelier. Travailler à bord, c'est là côtoyer tout le monde. Hein. Ça implique une coopération technique et matérielle très importante. C'est travailler avec les ouvriers de la sous-traitance qui sont largement majoritaires à bord. Et c'est travailler avec des ouvriers qui communiquent aussi dans des langues différentes. Hein. Et ça aussi, c'est assez rigolo de voir toutes les techniques qu'ils ont développées maintenant pour travailler ensemble. Ils gribouillent sur les tôles, puisque parfois on ne parle pas le même langage, etc. Donc, voilà, avoir conscience que même si les ouvriers chantiers sont un groupe ouvrier avec une identité forte de métallo, hein, pour le dire vite, là aussi, quand on gratte, il y a des formes de segmentation interne en termes de métier. Malgré tout, par rapport aux ouvriers de la sous-traitance, ils nourrissent un rapport au travail très positif. Il y a une identité de métier, ils se définissent par rapport à leur métier, ils valorisent leur métier, et ils valorisent aussi très clairement la production qu'ils effectuent. Puisque qu'est-ce qui est construit? J'aurais peut-être dû commencer par là, mais pour moi, ça allait de soi. Qu'est-ce qui est construit au chantier naval à Saint-Nazaire? Ce sont des énormes bateaux, plutôt des paquebots de luxe en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dernier sorti des chantiers, donc l'Harmony of the Seas, qui est un paquebot énorme, qui était le plus grand du monde, qui va avoir son petit frère, son grand frère prochainement construit. Donc, ils valorisent très clairement la production. Ils sont vachement fiers, très clairement, de leur travail quand un navire sort. Et ça construit des identités de métier, évidemment, valorisantes, hein, valorisantes, et valorisées aussi à l'extérieur. Et donc, par exemple, dans tous les entretiens, ils me parlent de leur famille ou de leurs amis qui vivent ailleurs qu'à Saint-Nazaire et qui sont toujours très impressionnés d'entendre parler de la construction des paquebots à laquelle ils ont participé. Donc là encore, je vous donne 2 petits extraits d'entretien parce que finalement, c'est leur parole qui est souvent la plus intéressante. Une soudeuse qui me dit « Quand on parle à des gens d'autres régions, j'ai mon frère qui est sur Paris ou des amis à mes parents, ils savent que je bosse là et dès qu'ils entendent chantier de l'Atlantique, toc, ils pensent à moi. Ils savent que je bosse là et les gens sont assez impressionnés. » Et elle est très contente de me dire que les gens sont assez impressionnés. Et c'est vrai, hein, quand on discute avec les personnes qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, c'est toujours très impressionnant. Autre ouvrier, je lui demande s'il est fier quand un bateau part. Et il me dit « Ah bah oui, c'est sûr, Saint-Nazaire a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être une des rares villes où il y a autant de monde pour voir partir un bateau. » Alors là aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais le départ du dernier bateau, c'était noir de monde sur les bords au moment du départ du bateau. Et il me dit, donc je l'ai placé parce qu'on était ici, moi j'ai des cousins qui sont sur l'Orient, et quand ils viennent sur Saint-Nazaire, ils me disent « Mais on ne voit jamais ça quand il y a un bateau qui part sur l'Orient. Ils n'ont pas la culture, je ne sais pas. C'est vrai que quand un bateau part, je me dis, on l'a fait. » Donc il y a bien un attachement des ouvriers à la production et puis à l'image de marque, hein, l'image prestigieuse du travail qu'ils effectuent à l'extérieur. Et puis, le fait d'être attaché à la production, c'est aussi d'être attaché à leur entreprise. Et là, c'est ce qu'on suggérait tout à l'heure, c'est d'être attaché à l'idée d'une entreprise pérenne, une bonne boîte, une grosse boîte qui permet de faire carrière, qui le permet de moins en moins, mais qui permettait de faire carrière, de monter les échelons internes à l'entreprise. Donc, être chantier, ça participe à la fierté des ouvriers, très clairement. Donc, on voit bien que ce rapport au travail plus ce rapport à l'emploi fait qu'ils ont une identité professionnelle et une identité sociale valorisée, valorisante, et ils forment, à leurs yeux et aux yeux d'autres, une sorte d'élite ouvrière parmi l'ensemble des ouvriers des chantiers navals. C'est pour ça que je parlais d'aristocratie ouvrière. Ils sont relativement hauts en termes de conditions d'emploi, en termes de conditions salariales. Ils ont une identité ouvrière forte, alors même que, et c'est ce que je vous disais au tout début de ma présentation, le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière est censé être en déclin. Et là, au contraire, ce sont des ouvriers qui s'identifient très franchement ouvriers. Bien sûr, cette position est à analyser de manière relative. S'ils sont dans cette position, c'est parce que d'autres ont une position moins favorable. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important. Ils ne sont pas en soi des privilégiés comme ça, si on ne pense pas par rapport à la situation des intérimaires ou des sous-traitants. Et puis, j'insiste aussi, pas longtemps,
que c'est un groupe hétérogène lui-même, donc bien penser aussi que c'est pas tout à fait pareil d'être ouvrier chantier quand on est recruté à 25 ans hein, et qu'on a 25 ans dans l'entreprise, ou quand on a fait toute sa carrière et qu'on a eu les possibilités de monter des échelons, ce qui est de moins en moins possible, etc. J'en arrive au deuxième temps de cette présentation, qui était l'idée de la recomposition d'une aristocratie ouvrière. Donc, penser ce qui remet en cause, ce qui déstabilise cette aristocratie ouvrière. Qu'est-ce qui les abîme, on pourrait dire, hein, ou les précarise en tout cas. Donc, tout ce qu'on a déjà suggéré là de la sous-traitance, tout ce que j'ai commencé à évoquer, ça vous le laissez entrevoir. Les ouvriers chantiers subissent de plein fouet les évolutions du travail et de l'emploi. Et parmi ces évolutions, ils et elles subissent de plein fouet les changements en termes de mode de gestion de la main-d'œuvre. C'est très clairement là que se cristallise une des transformations. Donc, dans ce deuxième temps, dans cette deuxième partie, j'ai du mal à... Ça, une demi-heure ? Je suis à une demi-heure là ? Ok. Dans ce deuxième temps, je voulais vous montrer comment le monde ouvrier apparaît en partie reconfiguré, enfin ce monde ouvrier-là stable, apparaît en partie reconfiguré par des transformations industrielles. Et donc, regardez d'abord du côté des nouvelles formes de management, et puis ensuite du côté des relations de travail avec les sous-traitants et les sous-traitants étrangers. Alors d'abord, dans les tendances lourdes du management, deux tendances lourdes, il me semble, la transformation de la chaîne hiérarchique. On n'est plus du tout sur les mêmes rapports au chef ou à l'ingénieur qu'on ne l'était, hein, tout simplement parce que ces chefs ont changé. On ne parle plus de chef d'ailleurs, on parle de moniteur, de superviseur, etc. On parle plus de chef. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, leurs chefs, aux ouvriers que j'ai rencontrés, ce sont des diplômés de l'enseignement supérieur, pas passés du tout par la voie de la promotion ouvrière. Ce ne sont pas d'anciens ouvriers, ce ne sont pas forcément des fils ou petits-fils d'ouvriers des chantiers, etc. Donc un tout autre rapport au travail, un tout autre rapport au management. Ils véhiculent des valeurs beaucoup plus, comment on pourrait dire, enfin, très esprit d'entreprise, hein, que n'avaient pas forcément les anciens agents de maîtrise. Donc de ce point de vue-là, je m'y arrête pas, parce que j'ai pas le temps de tout dire, mais cette modification de la chaîne hiérarchique, elle a évidemment des effets sur le rapport au travail des ouvriers chantiers. Et puis une autre tendance sur laquelle je m'arrête un tout petit peu plus, c'est la tendance à l'individualisation dans le travail et à l'individualisation des carrières déjà. C'est-à-dire, un exemple tout bête, quelque chose qui à mon avis est très révélateur. En 2006-2001, je ne sais plus, est-ce que je l'ai noté ? L'entreprise, en tout cas les chantiers de l'Atlantique, affiche en gros l'objectif Marine 2010, c'est à chacun de redevenir numéro 1. Un tel slogan d'entreprise, ça en dit long quand même sur les modes d'individualisation qu'on retrouve dans le travail. Donc en termes d'individualisation des carrières, c'est assez simple, hein. Aujourd'hui, ce qui est pris en compte dans les carrières, ce sont plus les savoir-être que les savoirs techniques ou que l'ancienneté. C'est de savoir faire corps avec une entreprise. Et donc, ça crée ce que les ouvriers estiment être des injustices, des inégalités en termes de carrière, en termes de changement de coefficient de salarial, hein, en termes de primes, de galons, comme ils appellent ça, etc. Et donc, ça n'est pas sans effet en termes de jalousie et de concurrence au travail. Il y a une mise en concurrence de ce point de vue-là entre les ouvriers. Il y a un ouvrier, par exemple, je lui demande, il me parle de la période des galons, donc de la distribution des primes. Je lui demande si ça n'entraîne pas des conflits. Il me dit, si, même entre nous, même entre collègues. Entre collègues, tu sais que certains font un certain boulot que l'autre n'a jamais fait. Alors tu te demandes pourquoi l'autre, il a plus que toi. Tu n'es pas du tout d'accord et ça se comprend. Oh, aussi, il y a des conflits à cause de ça. Et de toute façon, le plus gros des conflits, c'est celui-là en fin de compte. Dès qu'on arrive au mois d'avril-mai, on est tous déjà en chien de faïence parce que les décisions des galons commencent à être prises ici. Et comme tu sais qu'en ce moment, dans un groupe, tu en as toujours 2 ou 3 qui n'en auront pas, ce qui nous énerve, c'est qu'avant de récompenser les gars, ils cherchent déjà celui qui n'en aura pas. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils précisent juste après, c'est pas facile, j'aimerais pas être à leur place. Leur place étant donc celle des chefs. J'aimerais pas être à leur place, moi je suis contre. Il ferait mieux de faire pour celui qui en mérite moins, d'en donner un petit peu moins, mais d'en donner à tout le monde. Je suis sûre que ce serait moins mal pris, parce que moi le premier, je prends ça un peu comme une punition. Donc on est bien sur une logique d'individualisation qui vient exacerber des tensions au travail très, très clairement.
D'une manière générale, les ouvriers que j'ai rencontrés, ils ont bien conscience, ils et elles, je ne le féminise pas à chaque fois parce qu'il y a une large majorité d'hommes, mais ils et elles ont bien conscience que c'est l'entreprise et que c'est une logique du diviser pour mieux régner. C'est comme ça qu'on le retrouve dans les entretiens. Un autre ouvrier me dit, les galons, les EPO et tout ça, EPO c'est entretien professionnel d'objectifs, donc les galons, les EPO et tout ça, ils mettent les gens en compétition avec ça. Tout est dit. Et puis la mise en concurrence des ouvriers, l'individualisation, on l'observe donc dans les carrières, mais aussi dans le travail en lui-même. Et c'est le cas de quelque chose qui se développe beaucoup dans bon nombre d'entreprises, par exemple des autocontrôles. On demande à ça à plein de salariés, mais même dans plein de secteurs, hein, pas que dans l'industrie. Donc les autocontrôles au chantier, un ouvrier quand il a fini son bloc, par exemple, enfin, l'équipe quand elle a fini son bloc, elle dépose un sigle AC. Donc assez autocontrôle. Donc elle l'a contrôlé, elle l'a vérifié et donc on peut enchaîner en gros. Et si il y a des problèmes suite à l'autocontrôle, il y a ce qu'on appelle des reprises. Reprises faites généralement plutôt par des ouvriers valorisés dans l'équipe, qui sont réputés pour bien travailler, etc. Et là encore, ça vient complexifier des relations de travail, ça vient mettre des tensions, hein, c'est de la mise en concurrence, là encore. Et j'ai un ouvrier qui me dit, un ouvrier de 40 ans, Étienne, il dit, donc l'esprit d'équipe, je veux bien, mais ça va, quoi. On m'a fait comprendre, moi, comme une fois j'avais refusé de faire les reprises de quelqu'un, on m'a fait comprendre que la personne à expérience égale, celui qui sera plus augmenté de coefficient, ce sera forcément celui qui a fait les reprises, pas celui qui a refusé, même avec de bons arguments. Donc, c'est pas juste dans un sens. Je considère qu'on reprend jamais rien pratiquement à mon boulot. Donc, moi, je ne monterai pas parce que j'ai refusé de faire un travail qui n'était pas bien fait. Monter dans la hiérarchie des coefficients. Faudrait que je le fasse pour monter, quoi. Tu comprends le truc ? Donc, on sent comment s'entremêle, hein, d'ailleurs, cette question d'individualisation des carrières, hein, de montée de coefficients, et puis l'individualisation du travail. Et tout ça, on ne peut pas ne pas penser que ça abîme, entre guillemets, le rapport au travail positif que je vous décrivais précédemment. Et puis, j'en arrive au dernier élément important, et un peu long, mais je vais me faire vite, que je voulais évoquer ici, qui est celui donc de comment la sous-traitance implique un sentiment de grignotage du statut pour les ouvriers chantiers. Comment ils ont l'impression d'être grignotés par les sous-traitants. Un petit préalable, je vais plutôt vous présenter ici les effets négatifs de ces relations de travail sur les ouvriers chantiers. Je vais plutôt vous montrer comment ces nouvelles méthodes de gestion de la main-d'œuvre viennent abîmer, là encore, le groupe ouvrier. Mais attention, il y a aussi des formes de coopération entre les ouvriers de ces différents statuts. Il y a aussi des relations de travail nouvelles positives qui se jouent entre sous-traitants, ouvriers chantiers et sous-traitants étrangers. Le préalable étant fait, je vous présente plutôt en quoi ça donne lieu à des conflits et à des situations de tension. Donc l'idée, c'est vraiment d'étudier les relations de travail pour comprendre ce qu'elles modifient pour les ouvriers chantiers. Très clairement, les ouvriers chantiers, ils conservent certains privilèges dans le travail par rapport aux sous-traitants. C'est très rigolo quand vous interrogez, enfin c'est pas rigolo du tout en fait, mais quand vous interrogez des sous-traitants étrangers, ils ne sont pas bien sûrs que les ouvriers chantiers ne soient pas un peu leurs supérieurs hiérarchiques. Alors même qu'ils ne sont pas du tout censés intervenir directement sur le travail des ouvriers étrangers. Il y a des chaînes hiérarchiques de chaque côté, quoi. Et ben, les ouvriers étrangers, ils ont comme un doute et ils ont comme l'impression qu'il y a un pouvoir symbolique des ouvriers chantiers sur eux. Et d'ailleurs, j'ai même des ouvriers chantiers qui disent « Moi, l'autre jour, je suis allé voir le Polonais, je lui ai dit de remettre son lot au propre et il l'a fait parce qu'il ne voulait pas d'emmerde. » Voilà. Et ils le disent en ces termes-là. Donc, il y a quand même une sorte de pouvoir des ouvriers du cœur sur les ouvriers de la sous-traitance. Attention sur les ouvriers de la sous-traitance étrangers. Donc, de ce point de vue-là, ils gardent quand même une position de privilégié. Et pourtant, la sous-traitance, elle vient aussi, et la sous-traitance étrangère entre autres, elle vient aussi abîmer et dévaloriser leur travail, puisque les sous-traitants sont perçus comme flexibles, et ils le sont, dociles, rapides, etc., etc. Et la direction des chantiers joue vraiment sur ce ressort-là de dire, en particulier les ouvriers d'Europe de l'Est, ils sont dociles, flexibles, rapides, etc.
La direction joue vraiment sur ces dimensions-là. Et donc, par exemple, un cadre d'une entreprise sous-traitante qui recrutait des Polonais, des ouvriers polonais, me disait il y a une discipline qui est incomparable. Et alors, il y avait dans son discours des mentalités liées aux différentes nationalités. Les Italiens, ils essaient toujours de t'embrouiller. Et puis, les ouvriers polonais, là, ils sont super disciplinés. Et ainsi de suite. Hein, ça aussi, c'est très connu, hein, la naturalisation dans le bâtiment, on retrouve vachement ça. Hein, les Portugais sont ceci, etc., selon la nationalité. Donc, si vous avez compris, jusqu'ici, je vous décrivais une sorte de hiérarchie ouvrière avec les ouvriers chantiers en haut, au milieu, les sous-traitants nationaux, et puis en bas de cette hiérarchie, les sous-traitants étrangers. Eh bien, l'entreprise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient un peu inverser cette pyramide en valorisant plutôt la rapidité, la flexibilité, la docilité des ouvriers étrangers, et ainsi de suite, dans l'autre sens. Et donc, ça a évidemment des effets sur le groupe des ouvriers chantiers. Et ça a des effets surtout sur les relations de travail entre ces différents groupes. Ça donne lieu, en fait, à un mécanisme de dévalorisation réciproque très important. Du côté des ouvriers chantiers, ça implique qu'ils vont critiquer très vivement le travail des ouvriers sous-traitants, et en particulier, encore plus fortement en tout cas, quand ce sont des ouvriers étrangers. Donc, je vous donne un exemple, là aussi un extrait d'entretien d'un ouvrier d'une 50aine d'années qui me dit à propos de la sous-traitance, ces boîtes-là, elles prennent des intérimaires, mais elles prennent des Polonais. Il y a des Polonais aussi qui travaillent au chantier de l'Atlantique, à bord, mais pas dans l'atelier. Mais je peux vous assurer, madame, que le boulot, ou bien des Italiens qui sont là, on est obligé de repasser derrière et de tout refaire. Tout refaire, c'est un massacre. Je ne veux pas dire, mais une grande partie de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, c'est à refaire. Bah oui, c'est bête quand même. On a quand même une qualité par rapport à eux, on n'a pas le même savoir-faire. Par rapport à eux, c'est déjà plus sophistiqué. Surtout à bord, des fois, les Italiens et les Polonais, ce qu'ils font, enfin la plupart, je ne dis pas tous, mais c'est à refaire. Donc vous voyez bien une dévalorisation du travail des ouvriers étrangers en particulier, mais on retrouve déjà des éléments, si on prend toutes les observations et tous les entretiens, à destination de la sous-traitance en général, hein, et puis d'autant plus vif quand ce sont les ouvriers étrangers. Mais je vous disais, cette dévalorisation, elle est réciproque. Réciproque, c'est-à-dire que du côté des ouvriers sous-traitants aussi, on critique les ouvriers chantiers. Et il faut penser qu'ils ne sont pas sans ressources aussi pour critiquer les ouvriers chantiers. Et donc, quand on regarde le regard croisé, eh bien le discours là, c'est plutôt que les ouvriers chantiers sont des fainéants. Donc on est sur les mêmes ressorts, c'est-à-dire, je vous disais, l'entreprise dit que les premiers sont rapides. Donc les seconds seraient des fainéants. Des fainéants, c'est-à-dire qu'ils sont accusés en termes de rythme de travail d'avoir un rendement qui n'est pas obligatoire. Je reprends les termes des enquêtés. Il y a un enquêté qui me dit « Les gars, ils bossent, mais bon... » Donc un sous-traitant qui me dit ça. « Les gars, ils bossent, mais bon, s'ils sont 2 heures à rien foutre dans la journée, c'est pas grave. Non, nous, s'ils sont 2 heures à rien foutre dans la boîte, c'est pas bien. Eux, c'est pas grave parce que bon... Tout le monde fait ça, alors ils rigolent. Ça reste dans leur politique. À partir du moment où leur travail est fait. Eux, ils ont une tâche dans la journée, et puis ils la font, et après, ils sont tranquilles. Nous, on a une tâche, et après, il y en aura d'autres, etc. C'est leur politique, quoi. C'est le matin, et pas trop vite l'après-midi. Et puis, plusieurs fois, ils sont critiqués parce qu'ils feraient beaucoup de pauses. Donc, ils sont tout le temps en train de fumer une clope, tout le temps en train de prendre un café, etc. etc. J'abrège un petit peu sur les extraits d'entretien, mais il me semble que c'est ce qui donne un peu de corps de vie à tout ça. Donc, on voit bien qu'ils ont plus de latitude pour gérer leur rythme de travail, ou en tout cas, qu'ils sont stigmatisés parce qu'ils auraient plus de latitude pour gérer leur rythme de travail. Il faut avoir en tête que les ouvriers que je viens de citer, ce sont des ouvriers plutôt précaires, qui, eux, doivent courir après les contrats, enfin, espèrent voir leur contrat renouvelé, ce qui ne concède pas du tout le même rapport au travail et le même rapport à ce qu'on fait. Et d'ailleurs, les ouvriers étrangers ont une représentation du chômage en France qui est quand même intéressante, qui montre bien en quoi les ouvriers chantiers peuvent être dévalorisés. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, les ouvriers étrangers m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas, en gros, qu'il y ait du chômage en France, qu'en France, je vous lis un extrait, en France, tu es chômeur parce que tu as vraiment envie de l'être, parce qu'ici, il y a du boulot dans le bâtiment, ici, sur les navires, il y a du boulot. Donc ça, c'est un ouvrier sous-traitant italien qui me dit ça. Mais je l'ai retrouvé très fréquemment de la part d'ouvriers étrangers de nationalités très différentes, d'ailleurs. Et
ça s'explique bien sûr par ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'eux, ils sont pris dans d'autres questions par rapport à leur travail. Hein. Donc comme eux, ils sont stressés de ne pas avoir leur contrat se renouveler, la question se pose là, bien sûr. Mais vous voyez bien comment une telle vision du chômage en France participe à déstabiliser fortement les ouvriers du cœur, hein, bien sûr, puisque c'est une vision qui est plutôt stigmatisante, plutôt valorisée, pas valorisée, pardon. Et de ce point de vue-là, en fait, on voit bien que les ouvriers chantiers, ils sont taxés d'être des tirs au flanc et des privilégiés. Donc une espèce de double représentation négative qui participe à leur sentiment de disqualification, hein, à leur sentiment de disqualification. J'ai pas de meilleur mot. De ce fait-là, les ouvriers chantiers apparaissent très inquiets du développement de la sous-traitance. Ils ont l'impression que la sous-traitance va grignoter sur leurs activités. C'est pas faux, il y a de plus en plus de soudeurs en sous-traitance, hein, alors qu'avant je vous disais que c'était un corps de métier qui était encore plutôt dans l'entreprise donneuse d'ordre. Donc ils ont le sentiment que de plus en plus toutes les activités vont être sous-traitées, qu'on ne va plus garder ce petit cœur d'ouvriers. Alors j'ai pas du tout parlé de proportion, c'est vrai que ce serait important quand l'entreprise, là j'ai pas les chiffres tout récents, mais au moment où j'enquête, donc entre 2006 et 2010 on va dire, on est sur 1000 ouvriers du cœur, 3000 salariés en tout dans l'entreprise, 1000 ouvriers, et puis de 6000 à 10 000 selon la charge ouvriers extérieurs. Donc ils sont inquiets de ce développement de la sous-traitance, ils ont peur de voir leurs activités grignoter, et puis ils se posent aussi des questions entre ce recours à la main-d'œuvre étrangère, enfin le lien qu'il y a entre le recours à la main-d'œuvre étrangère et le chômage en France. Donc là, autre discours, hein, mais qui est toujours lié à la question du chômage, puisque le sentiment que les étrangers viennent voler les emplois des nationaux est de plus en plus fréquent chez une partie des ouvriers, pas chez tous bien sûr. Un extrait d'entretien, j'en aurai plusieurs là-dessus, mais je vous en prends un parce que je trouve qu'il est intéressant de son ambivalence. Il dit, donc c'est un ouvrier d'une 50aine d'années, quelque part c'est peut-être malheureux de penser comme ça, mais justement quand on a des enfants, quand on voit le taux de chômage qu'on a en France, qui est élevé et qu'on fait venir de la main-d'œuvre étrangère, quelque part on n'arrive pas forcément à comprendre comment ça se fait. On sait bien pourquoi, pour le moindre coût. Mais là, je ne trouve pas ça normal qu'actuellement on puisse faire des trucs pareils. Quand en France, le taux de chômage il est à 10%, j'estime que ce n'est pas normal de faire venir des étrangers. Malgré qu'ils ont le droit de casser la croûte, ce n'est pas le truc. Mais il faudrait un taux de chômage presque nul pour qu'on puisse faire pareil avec tout le monde. Parce que dans les chômeurs, il y en a peut-être qui ne veulent pas travailler, mais je ne pense pas tout le monde quand même. Tout le monde a besoin de travailler, et là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Donc attention là, en fait j'ai pris cet extrait-là parce qu'il est intéressant d'ambivalence. Le propos, il n'est pas dirigé directement contre les ouvriers étrangers. Hein. Le propos, il est bien contre les entreprises qui utilisent cette main-d'œuvre étrangère. Et ça montre bien toute la complexité de ces relations de travail, hein, entre ouvriers sous-traitants étrangers, ouvriers sous-traitants nationaux et ouvriers chantiers. Puisqu'ils sont contraints de participer à la même production, dans un même espace de travail, et ça c'est spécifique à la construction navale. Dans l'automobile, les ouvriers sous-traitants, ils ont leur propre atelier. Hein. Et les ouvriers maison sont dans leurs ateliers. Là, dans la navale, tout le monde doit travailler ensemble, donc dans un même espace. Et donc, ils sont pris dans ces nouvelles relations de travail au quotidien. Et ça reconfigure, on va dire, le sentiment qu'ils ont par rapport à leur propre identité ouvrière. Donc, en suggérant ça et en vous lisant cet extrait d'entretien-là, en parlant de mise en concurrence, je ne pouvais pas ne pas soulever rapidement, un peu trop rapidement sûrement, mais la question de la xénophobie et du racisme dans ces relations de travail. Et moi, personnellement, dans mes observations, j'ai des ouvriers qui m'ont raconté des scènes d'insultes racistes, de tags racistes dans les toilettes, entre autres. Enfin, mais moi, j'ai aucunement observé ce type de pratique. Par contre, j'ai observé les discours que je viens plutôt de xénophobie que je viens de vous... Quoique celui-ci est ambivalent, mais voilà, plutôt de l'ordre du discours. Ce qu'on peut constater, pour aller un peu vite, mais pour quand même en parler, parce qu'il me semble que c'est très important pour penser les relations de travail qu'ils ont, c'est que ce racisme ou cette xénophobie renvoie plutôt à l'idée... Enfin, est plutôt un effet de la précarisation. Ça renvoie plutôt à l'idée de défendre leur propre position, défendre leur emploi, leur travail.
et à une sorte de peur d'échéance sociale, en tout cas de déclassement social, hein, de perdre une position qui était jusqu'ici, celle que je vous décrivais auparavant, donc une position plutôt favorable. Et la mise en concurrence sur laquelle s'appuie l'entreprise, que je vous décrivais, au sein du groupe, mais donc aussi en disant que les ouvriers étrangers sont flexibles, hein, et dociles et rapides, eh bien, ça peut avoir des effets, effectivement, susciter quelques tensions racistes ou xénophobes. Je finirai. Sur cette question du racisme, je reparlerai d'un extrait d'entretien d'un jeune ouvrier chantier de 30 ans, qui, à mon avis, est très éclairant de ce qui se joue dans leurs relations et qui se suffit, en fait, pour comprendre ce qui se joue là en termes de racisme ou de xénophobie. Il dit cette tension-là entre étrangers et... il ne dit pas, mais donc nationaux, on va dire, hein, n'est pas du tout comme dans l'ancien temps, les étrangers dehors et tout ça. Ce qui est mal vécu, c'est qu'ils fassent 10 heures, 11 heures par jour et qu'ils ne soient pas cher payés. Donc je lui dis, mais donc c'est plus de la solidarité. Et il me dit, c'est pas méchant contre eux, c'est méchant contre l'administration. Le fonctionnement de l'entreprise, c'est politique. Quand vous voyez par exemple qu'ils sont à peine payés pour le même travail, que les sous-traitants viennent travailler, c'est pas le problème. On va dire, ce sera payé à bol de riz. Donc c'est ça qui cause la tension. Ce qui est dommage, parce que dans le bassin nazérien, très faible. Et ce genre de truc risque de... Et il ne termine pas sa phrase. Alors après, on se lancera sur une discussion sur le vote FN, etc. En s'alarmant donc à propos des tensions xénophobes qu'il observe, il montre bien en fait toute l'ambiguïté des ouvriers chantiers vis-à-vis de la main-d'œuvre étrangère. D'une part, les ouvriers étrangers sont soupçonnés de voler des emplois aux ouvriers nationaux, mais d'autre part, les salariés maison accusent l'entreprise d'exploiter les ouvriers étrangers. Et pareil, dans les extraits d'entretien, il y a beaucoup de choses sur le fait qu'ils ont des conditions de travail abominables, qu'on observe très facilement. Moi, à bord, j'en ai vu travailler en jean et pas en bleu. Hein. Donc, déjà, tout simplement. Enfin, pas en bleu de travail. Donc, tout ça pour vous dire que si racisme il y a, et ça peut là aussi se questionner et se discuter, et j'espère pouvoir continuer les recherches en ce sens-là, si racisme il y a, il doit être analysé comme un effet de précarisation, de la précarisation que je voulais vous décrire, hein, de cette aristocratie ouvrière. En gros, le propos, c'est de dire que cette aristocratie ouvrière, elle est déstabilisée, oui, fortement, par ces nouvelles relations de travail, dans lesquels ils sont pris du fait des modes de gestion de la main-d'œuvre, hein, donc de la sous-traitance et de la sous-traitance étrangère. Et donc, pour conclure, j'ai 5 minutes, enfin 2 minutes. Pour conclure, je souhaiterais vous proposer 2 éléments de réponse à la question initiale finalement qu'on se posait, la question qui était un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il advient des franges hautes, plutôt dotées du monde ouvrier, et qu'est-ce qui se passe dans ce cadre de mutation industrielle contemporaine. Alors d'une part, il me semble que les ouvriers chantiers constituent toujours un segment ouvrier relativement protégé. Leurs membres sont fortement intégrés par la question de l'emploi puis par l'identité dont on parlait. Ils conservent des attributs traditionnels du monde ouvrier. Et donc, il me semble qu'ils incarnent un monde ouvrier encore debout. On va mettre des guillemets à cette expression. Qu'ils incarnent un monde ouvrier encore debout, en dépit de ce qu'on sait du monde ouvrier aujourd'hui, donc de ce qu'on annonçait en introduction comme parti pris de départ. Malgré tout, ce deuxième élément de réponse, c'est que ce statut favorable est remis en cause par les mutations industrielles que j'ai décrites. Je ne les ai pas toutes décrites, bien sûr, ici, mais je vous ai donné les éléments principaux. Et donc, ça vient bousculer le rapport au travail et le rapport à l'emploi de ces ouvriers qui étaient pensés comme stables. Doit-on en déduire que toutes ces aristocraties ouvrières sont menacées de disparition dans l'industrie contemporaine? Il y a beaucoup d'enquêtes en sociaux, en éco et dans d'autres disciplines, qui ont montré que les aristocraties traditionnelles, les aristocraties ouvrières traditionnelles, étaient affectées par des mécanismes de précarisation, que toutes ces zones qui étaient encore protégées de l'emploi et de l'industrie, ces zones du monde ouvrier, sont précarisées. Des exemples très concrets, les ouvrières de Moulinex, moi qui suis à Caen, voilà, ont été largement affectées par ces processus. Les ouvrières d'Alcatel, etc. Il y a eu bien d'autres d'industrie, hein, je ne vais pas toutes les lister. Donc, on est bien dans un cadre où les bastions industriels ferment, sont délocalisés ou déstructurés, et on peut supposer que le rapport à l'avenir des ouvriers chantiers est incertain, et qu'il l'est d'autant plus dans ce secteur de la construction navale qui est cyclique.
Donc sur les ouvriers chantiers, même si je vous ai plutôt décrit un segment ouvrier encore debout, un monde encore debout, eh bien le risque de déstabilisation définitive pèse fortement. D'autant plus dans ce cadre où il y a une quête de flexibilité très importante et où très concrètement les salariés du cœur ils sont grignotés tout simplement par la sous-traitance en termes d'activité de travail. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais un petit peu longue, je m'en excuse. Et je parle très vite et je m'en excuse aussi. Merci pour votre, comment dirais-je, votre belle définition du chantier de l'Atlantique. C'est notre fleuron en France, donc il faut le soigner. C'est pour ça d'ailleurs qu'il restera toujours une aristocratie, à mon avis, dans la navale. Alors, ceci dit, j'ai deux petites remarques à faire quand même. Vous avez fait allusion à la cassure, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, entre les jeunes du 25 ans à peu près et les anciens. Alors, il ne faut pas perdre de vue quand même qu'on est dans un processus à l'heure actuelle, dans toutes les entreprises, c'est l'informatique. Si on ne prend que l'exemple des traceurs, avant, moi je me souviens, c'était tracé à la latte, pointé sur les panneaux de tôle ou sur les varangues. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus un traceur qui trace à la main, c'est l'informatique. La buse, elle est pilotée par le logiciel, etc. Donc, les anciens, obligatoirement, il y a une cassure parce qu'ils ne sont pas adaptés comme il fallait, comme les jeunes qui apprennent leur métier à l'école. Alors ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, vous avez parlé longuement des Polonais. Alors, là, il faut être très très prudent quand on avance quelque chose, parce que je suis informé là-dessus. N'oublions pas que depuis au moins 20 ans, il y a eu la liquidation de la majorité des chantiers en Europe. C'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne. Et alors, comment voulez-vous avoir de très bons ouvriers en construction navale quand il n'y a plus de chantier? On a des bons à Saint-Nazaire parce qu'ils sont restés là. Alors, je sais que c'est une information que j'ai eue avec des gens d'un grand chantier en France qui me disent les Polonais, ils ne sont pas bêtes. Ils savent qu'en France, on a besoin de soudeurs ou de tauliers. Ça paye beaucoup plus que si je restais en Pologne, donc je vais venir en France. Peu importe. Et puis alors, ils ne confondent pas vitesse et précipitation non plus. Voilà, c'est les petites remarques que je voulais faire pour que tout le monde le sache quand même. Bien sûr. Alors, d'abord sur la question de la génération, je vous réponds rapidement. Vous avez tout à fait raison, les méthodes évoluent sur le traçage, c'est très clair, puisqu'ils passent presque 50% de leur temps en bureau maintenant, sur informatique, les traceurs. Donc c'est très clair. Et dans le même temps, il faut faire aussi attention quand on dit qu'il y a un clivage entre les générations, puisqu'il y a aussi plein de situations et d'espaces où ça se passe très bien. Donc le propos n'était pas non plus de dire qu'il y avait une fracture nette. Mais vous avez raison, les méthodes de travail ont changé et ça joue sur le rapport aux générations. Et puis le passage par l'enseignement général aussi a joué. Ils sont de moins en moins à être formés par le certificat des chantiers qui existait. Enfin voilà. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas sur les mêmes générations pour toutes ces raisons-là. La question des Polonais, en aucun cas, c'est mon propos que je vous reporte. Moi, je n'ai aucun jugement de valeur à apporter sur le fait que ce qu'ils font devenir est positif, négatif. Voilà, c'est absolument pas mon discours. Ce que je voulais vous donner à voir, c'était un discours d'une partie, des ouvriers que j'ai rencontrés. Très clairement, il y a aussi des
des ouvriers qualifiés dans les ouvriers polonais, hein, bien sûr. Hein, ouais, ouais. Et le monde des ouvriers étrangers, c'est un monde qui est très hétérogène. Les ouvriers italiens sont aussi très hétérogènes en leur sein. Hein. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans des aménagements spécifiques. Il y a effectivement des ouvriers spécialisés dans la construction navale chez les Polonais. Voilà, c'est un monde qui est très très hétérogène. Et en aucun cas, l'idée était de dire qu'ils étaient que sur du boulot déqualifié. Hein. C'était vraiment pas ce que je voulais dire. En revanche, ce qu'on pourrait se dire en fait pour se comprendre, c'est que seuls les ouvriers étrangers, et en particulier ceux d'Europe de l'Est, pour être plus généraliste, sont assignés au sale boulot. Ça ne veut pas dire que tous font du sale boulot, mais quand il y a sale boulot, c'est plutôt pour eux. Quand je dis sale boulot, c'est ce qu'on disait, les boulots les plus pénibles. Hein, on parlait de la peinture de la coque tout à l'heure ou des choses comme ça. C'était plutôt ça que je voulais dire. Oui, juste, je fais remarquer aussi qu'on a des très grandes difficultés en France à trouver des soudeurs et des formeurs. Là, au chantier, ils essaient de recruter, ils en ont pas. La navale, elle a tellement échaudé les professionnels de la construction que maintenant, les jeunes, ils se méfient. Hein. Ouais. Tout à fait. Non, effectivement, là, en ce moment, moi, je suis allée visiter le Harmony of the Seas là, avant le départ. Et ils distribuaient des petits flyers disant qu'ils recrutaient des soudeurs, des tauliers, des superviseurs, donc de l'encadrement de proximité, et puis des ingénieurs spécialisés. Donc non, c'est toujours... Et sur la question de la soudure, on l'entend tout le temps. C'est la direction, enfin la DRH en parle tout le temps. J'aurais voulu poser une question, à savoir si on pouvait généraliser votre étude à d'autres secteurs ouvriers, et en particulier sur, je dirais, pour l'entreprise, l'intérêt de garder un cœur d'ouvriers dits chantiers ou maison, hein, pour sécuriser l'appartenance au groupe et, entre guillemets, stabiliser aussi cette main-d'œuvre précaire qui augmente en proportion. Est-ce qu'on peut l'envisager sur d'autres secteurs industriels ? C'est une très très bonne question à laquelle je ne pense pas avoir d'éléments de réponse, parce que c'est un peu les limites d'une recherche comme ça qui est très circonstanciée, très monographique. C'est que finalement, je n'ai pas été comparée ailleurs. Donc par rapport à des choses que j'ai lues, par exemple sur le sentiment d'appartenance, je vous parlais des ouvrières de Moulinex, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas du tout cette sous-traitance-là. J'ai l'impression que de ce point de vue-là, il a quelque chose d'un peu unique, le chantier, avec un petit cœur comme ça, qui arrange bien l'entreprise, effectivement, comme vous le décrivez, en termes d'unité du groupe. Et puis une grande sous-traitance et une stabilité de la sous-traitance pour une partie d'entre elles. C'est une très bonne question. Je n'ai pas observé, je n'ai pas d'idée de site en tête, mais s'il y en a qui pensent à des sites industriels proches, je suis intéressée. Mais j'en vois pas. Voilà. Je pense que c'est aussi très lié à l'outil, c'est-à-dire on est sur des outils très lourds, et donc j'aurais plutôt parlé de très grosses unités, parce que Singer, bon, je pense que c'est de la petite machine qui peut se délocaliser facilement. Mais enfin, un chantier naval, ça ne se déménage pas comme ça. Voilà. Il faut la cale déjà, ouais. Il y a des papeteries, par exemple, hein, de Meudouis vous avez ça à Quimperlé, ou à Quimper, vous avez d'autres grosses unités industrielles. Donc c'est plutôt sur ces grosses unités où je verrais peut-être un cœur, un intérêt, quoi. En fait, ce qui est rigolo, c'est que les seules logiques d'entreprise proches que je vois, c'est plutôt dans le tertiaire, du coup. Et en fait, j'ai les travaux d'un collègue sur les grands magasins, type Galerie Lafayette, etc., où il y a un petit noyau qui est stabilisé et avec une appartenance à une entreprise et une grande sous-traitance par les marques. Enfin, et donc, bizarrement, la logique la plus proche que je retrouve, c'est dans la vente, là. Sur les sites industriels, j'en ai pas en tête, mais il faudrait y penser. Enfin, sûrement que l'aérospatiale, enfin Airbus sous-traite, hein, mais énormément même. Mais, je ne sais pas ce que ça crée sur leurs identités. Vraiment, j'aurais pas d'éléments de réponse. Je demande une clarification. Les ouvriers du cœur, comme vous les appelez, et les sous-traitants, est-ce qu'il y a des professions qui se chevauchent, je veux dire? On peut comprendre que les ouvriers de Saint-Nazaire sont des coquistes, des chaudronniers, des traceurs, tout ça, et des soudeurs. Et que les autres professions sont sous-traitées, les peintres, etc. Et puis les décorateurs. Ou est-ce qu'il y a des ouvriers de stables qui font le même travail qu'un ouvrier sous-traitant précaire, côte à côte? Alors, de plus en plus, au niveau de la soudure, surtout, en fait. Entre autres, par exemple, les chantiers, donc le cœur, avaient les serruriers, gardaient les serruriers en leur sein. C'est de moins en moins le cas, de plus en plus sous-traités.
Dans les ateliers, même parfois dans les ateliers, il y a des soudeurs qui viennent travailler de la sous-traitance. Ça, c'est plus rare, mais ça arrive. Donc c'est surtout sur la soudure que ça se chevauche. Hein. C'est essentiellement sur la soudure. Oui. Donc les soudeurs vont devenir un métier précaire tout court. C'est un métier qu'on a toujours du mal à recruter dans les chantiers navals depuis fort longtemps. Mais pas que dans la navale, je crois d'ailleurs. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des fuites. Il y a des chantiers où on a embauché des soudeurs. Les soudeurs, c'est pas un métier très compliqué. On peut l'apprendre en 6 mois. Tandis qu'un charpentier fer expérimenté de montage de coques, c'est un métier qui est beaucoup plus savant, quoi. Et ces soudeurs-là, au bout de quelques temps, ils vont dans le pétrole, tiens, à l'époque. Ils allaient souder des pipelines au Sahara, quoi. Il y a effectivement de la concurrence de métier chez les soudeurs. Mais parce que ce que peuvent craindre les ouvriers de génération en génération nazériens qui viennent de la Brière, tout ça, c'est que leur effectif diminue, puis qu'à la fin, il n'y en ait plus du tout, quoi. C'est leur peur. Oui, ça va être une question d'effectif. Mais c'est les soudeurs en premier qui vont être mis et précarisés le plus possible. Effectivement, ouais. C'est essentiellement sur les soudeurs. À bord, par exemple, il n'y a plus de soudeurs chantier. À bord, c'est que des soudeurs de la sous-traitance. Les ateliers, en fait, hein, là où on fait les gros blocs, sont encore majoritairement chantier. Mais c'est là où c'est soudure, charpenterie, enfin taulier et puis après les traceurs. Parce que si on remonte un peu dans l'histoire de la construction navale, il y a des constantes. Il y a toujours eu une aristocratie ouvrière et il y a toujours eu des différences dans le chantier entre le peintre et le charpentier fer. Mais vous n'avez pas parlé d'autres métiers qui sont nombreux aussi. Je ne sais pas ceux qui font les tuyaux, par exemple. Ouais, les tuyauteurs sous-traités, essentiellement. C'est tout-traité, tout ça maintenant, d'accord. Essentiellement. Donc il y avait des différences de prestige suivant les corps de métier. Et maintenant, il se complique parce qu'il y a toute cette présence des sous-traitants. Mais il y a toujours des différences de prestige entre corps de métier, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Là, on se gargarise avec la commande sur 10 ans là, de Saint-Nazaire, mais les chantiers STX de Saint-Nazaire ont des bons petits copains par ailleurs. Hein. En Italie, je ne sais pas s'ils n'ont pas un carnet de commandes supérieur à Saint-Nazaire. Les Polonais aussi. Je ne sais pas si les Turcs ne sont pas sur l'affaire. Alors ça leur facilite beaucoup le travail puisque on parle là-bas aussi de sous-traitance. Hein. Celui qui va faire les cabines, peu importe s'il est fait à Saint-Nazaire ou ça part là-bas sur un wagon. Hein. Et on sait très bien que la construction d'une coque de navire, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est les calculs de coque, hein, la résistance du bateau. Mais la construction de la coque, c'est à la portée, je dirais, de tout le monde. Hein. C'est pas de la haute technologie. C'est pas un avion, par exemple. Mais... Alors là vous enlèveriez quelque chose de très fort à ce qu'ils décrivent quand ils parlent de leur travail. C'est plutôt le sentiment d'être des ouvriers quand même qualifiés, avec une certaine technicité, des savoir-faire, etc. Voilà. Moi, mon propos, c'est pas de dire si c'est vrai ou pas vrai. Hein. Moi, je vous rapporte ce que je fais dans mes entretiens. Il faut dire une chose là. La construction navale n'est pas une véritable industrie. Dans l'industrie, on fait des objets en série. On répète, on fait tandis que la construction navale, c'est toujours un gros artisanat. On fait un bateau par an, 2 bateaux par an, puis c'est tout, puis jamais 2 fois le même. Et chaque ouvrier n'a jamais à faire vraiment la même chose. Il faut toujours qu'il fasse preuve d'initiative, qu'il comprenne ce qu'il fait et tout. Non, c'est un métier vraiment qualifié. Je parlais de complexité du travail. Faire une coque de bateau, Tiens. C'était beaucoup plus difficile quand c'était en bois, mais quand même. Un charpentier bois de construction navale, et on disait qu'il fallait qu'il y ait 10 ans de métier avant d'être vraiment compétent. Et c'était vrai, c'est du travail à la main qui demande le tour de main à chaque fois. Et puis tout. Mais même les tauliers, moi, quand je les vois travailler, je suis impressionnée. Tout d'abord, merci pour votre exposé. J'avais juste une remarque sur donc, il y a des populations ouvrières d'autres pays qui viennent sur des chantiers français, ce qui est la même chose, parce qu'on parlait de fierté pour le travail, pour valoriser aussi leur savoir-faire, hein, parce qu'on parle beaucoup
Effectivement, il y a des tâches qui sont assez simples ou assez répétitives, même si derrière, il y a des processus pour optimiser. C'est là-dessus, en plus, qu'on valorise les savoir-faire ouvriers. Est-ce qu'il y a aussi une vague de personnel qui vont sur des chantiers étrangers pour justement apporter ces compétences-là et les valoriser? Ouais, en fait, j'entends deux questions, vous me dites si je me trompe. Une qui est en quoi ceux qui viennent de l'étranger, quelles sont leurs qualifications et quelle est leur fierté, et en quoi les chantiers, ou en tout cas des ouvriers nazériens, partent. C'est ça, en gros? Voilà, il y a des... Ouais. Il y a des savoir-faire. Par exemple, dans les sous-traitants, il y en a qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de chantiers parce que être en déplacement, ça leur apporte plus d'argent, et qu'ils ont une technicité acquise à Saint-Nazaire, et que du coup, ils bougent avec leur entreprise, en fait. Leur entreprise a des contrats sur plusieurs types de chantiers en Europe. Donc ça arrive, bien sûr. Et puis dans l'autre sens, en quoi les ouvriers étrangers ont eux aussi des formes de fierté, quel travail ils font. Et en fait, quand je vous dis que c'est hétérogène, c'est que on a, on va dire un peu deux, trois figures clés, et puis après tout un tas de possibilités et un éventail de situations. Mais on a effectivement donc des ouvriers italiens plutôt sur l'aménagement des navires. J'avais aussi rencontré un Portugais qui faisait le marbre sur les bateaux. Voilà, donc plutôt sur ce qui se voit dans les locaux publics, par exemple. Donc, ils sont plutôt fiers de ça parce qu'il faut imaginer que quand vous allez visiter un paquebot, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, c'est vachement impressionnant de voir le casino, la salle de spectacle, etc. Et donc, ça se voit vachement ce qu'ils font comme travail. Et on le pense souvent plus que celui de la coque. Donc, ça fait que les ouvriers étrangers qui travaillent à l'aménagement des navires, du fait d'être dans les locaux publics, etc., valorisent plutôt leur travail. Et puis, à côté de ça, on a les ouvriers étrangers qualifiés dans la construction navale, que décrivait monsieur. Donc là, qui vont avoir plutôt les mêmes formes d'attachement à la navale que les ouvriers chantiers. Et puis après, tous ceux que je décrivais qui sont plutôt de l'ordre du sale boulot, donc le boulot pénible, peu valorisé, etc. Donc c'est vraiment très hétérogène. Dans les boulots pénibles, peu valorisés, il faut penser, il y a quand même des gens qui portent les pots d'urine à bord et qui vident les pots d'urine, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser les toilettes à un certain moment. Enfin, voilà. Et donc ça c'est évidemment toujours des ouvriers étrangers. Et là plutôt d'Afrique du Nord. Donc voilà, c'est vraiment un monde très hétérogène. Pas d'autres réactions? Alors je vous propose d'arrêter là, de remercier Pauline Seyé d'être venue ce soir Merci jusqu'à à vous. nous. Merci beaucoup. Bonne soirée.